Dites-vous que j'ai des potes qui m'ont motivé à commencer One Piece il y a pas très longtemps. J'en suis à l'épisode 200 sur plus de 1000. J'en ai vraiment pour des années de visionnage, je crois. C'est hyper chaud. Mais d'un autre côté, c'est clairement One Piece qui m'a donné envie de faire cette vidéo et de rapprocher des mangas ou animés parce qu'ils sont souvent disponibles sous les deux formats avec de la littérature. Donc plutôt des romans, des BD, des livres graphiques. Et en vrai, j'ai trouvé que ça pouvait être hyper intéressant pour ceux qui sont familiers d'un des deux genres, donc soit les animés et mangas, soit la littérature, et qui se sont pas encore lancés dans l'autre type ou qui aimeraient en tout cas découvrir le reste. Du coup on est parti, j'ai choisi 4 animés mangas que j'ai adoré regarder et auxquels je vais associer différents livres qui, soit par l'ambiance générale, soit par l'histoire, soit par le type d'histoire, m'ont fait penser à ces mangas et ces animés. Pour ce premier épisode, vous allez le voir, on va rester sur des animés qui sont quand même hyper connus, mais si ça plaît, je pourrais essayer d'être plus précise dans ce choix-là et ça me fera peut-être même moi découvrir d'autres animés ou mangas que j'ai pas encore découvert. Du coup, on est parti et sans étonnement, on va commencer par le petit One Piece. Du coup, comme je vous l'ai dit, j'en suis qu'à l'épisode 200 sur plus de 1000 et quelques. Donc j'ai vu que un cinquième, je crois, à peu près de l'animé. Mais s'il fallait faire un petit résumé pour ceux qui vivent dans une grotte et qui n'ont jamais entendu parler de One Piece, je dirais que c'est l'histoire d'un gars qui a un corps un petit peu élastique et qui rêve de devenir le roi des pirates. Évidemment, il n'est pas tout seul, on va le suivre lui, mais on va aussi suivre tout son équipage à travers plein de quêtes, plein d'aventures différentes. Et du coup, leur objectif ultime, ça va quand même être de trouver le trésor ultime, le One Piece, d'où le nom de la série. Moi, ce que j'aime vraiment dans cet animé ou ce manga pour ceux qui le lisent ou qui lisent les scans, c'est déjà qu'on a des personnages qui vont être hyper marqués. Chacun a un petit peu son caractère bien trempé, chacun a un objectif secondaire, et franchement pour les personnages, c'est des objectifs qui sont quand même assez élaborés, c'est pas seulement des choses qui sont secondaires à l'histoire, ça vient vraiment alimenter l'histoire tout au long de toutes les sagas et de tous les arcs. Et au final, ça va donner de la profondeur tant à l'histoire et aux aventures qu'aux personnages en eux-mêmes. Par exemple, sans spoiler puisque ça arrive vraiment tout au début, on va avoir Sanji qui est un petit peu le cuistot de l'équipe et au-delà du fait qu'il est le cuistot de l'équipe, lui son objectif personnel ça va être de trouver des poissons qu'on ne trouve que dans All Blue, donc des poissons qui appartiennent aux 4 mers. Tout ça pour dire que chacun suit sa propre destinée. On va aussi retrouver dès les premiers épisodes le personnage de Zoro qui est sabreur légendaire et qui s'est donné pour mission de devenir le meilleur combattant au sabre de tout l'univers. D'ailleurs tout ça, ça fait partie carrément de son tempérament puisque la moitié de son temps il la passe soit à dormir pour se reposer, soit à s'entraîner au sabre. Pourtant même si chacun a un objectif un peu précis et des quêtes secondaires qui vont se développer tout au long, on a quand même affaire à une bande qui est hyper homogène et justement qui se complète bien et qui se construisent au fur et à mesure de l'histoire. On n'a pas juste un tas d'individus qui vont être un peu isolés, on suit un vrai groupe qui se consolide et qui se crée au fur et à mesure. D'ailleurs, la deuxième chose qui va me motiver à continuer cette série, même si je vais sûrement mettre 7 ans à la terminer, ça va être le rythme de toutes les aventures et de tous les arcs qui vont se succéder. Évidemment, je suis pas fan de tous les arcs, je suis pas fan non plus de toutes les sagas qu'on va voir passer, mais à travers leurs aventures, du coup, que ce soit la quête principale ou que ce soit toutes les petites aventures secondaires qu'on vient ajouter au récit, on va être face à des changements de rythme, à des changements d'intensité qui vont soit nous permettre de nous laisser respirer quand il y en a besoin, soit nous accrocher vraiment et nous faire nous plonger dans l'histoire sans pouvoir lâcher cette série. J'aime bien ces petites montées en pression, ces changements de tension qu'on va avoir un petit peu tout au long de la série, puisque je trouve que c'est ce qui donne du dynamisme à cet animé qui est tellement long qu'on n'en voit jamais la fin. Après, j'avoue que si la saga des îles Célestes avait pu durer 2 fois moins de temps, clairement je m'en serais tout aussi bien portée. Du coup, c'est en fonction de tous ces éléments que je vais vous présenter 2 livres, ou 2 séries en tout cas, qui correspondent pour moi à cet univers ou à cette ambiance. Et on va commencer tout ça avec un extrait de recueil, donc c'est pas tellement une nouvelle, enfin on peut considérer ça comme une nouvelle, qui est plutôt pas mal connue puisque c'est un extrait du livre des 1001 nuits. Du coup, on est sur des contes arabes et persans qui, à mes yeux, sont une vraie merveille, même si moi j'avoue que la version que j'ai, elle est très mignonne, mais la traduction est un peu nulle, donc elle est pas non plus folichonne. Le livre est mignon, mais au-delà de ça, je pense que j'essaierai de me procurer une autre version quand même.
En bref, même si le recueil entier je le trouve super, moi je suis là pour vous parler d'une nouvelle en particulier. Et on va parler de Sinbad le marin, qui est à l'origine du dessin animé Sinbad et la légende des 7 mers. Pour moi, on est sur une petite merveille de conte qui va nous parler de la légende d'un marin qui aurait bravé tous les dangers, qui aurait découvert des îles, qui aurait découvert des contrées. Et tout ce petit pitch là, ça m'a beaucoup fait penser à ce qu'on peut retrouver dans toutes les quêtes secondaires. Et tout ça, ça m'a beaucoup fait penser aux aventures du coup de Luffy et de son équipage, de toutes les contrées qu'ils vont trouver, des différentes cultures qu'ils vont pouvoir rencontrer au fil de leurs aventures. Et ce qui m'a vraiment convaincu de rapprocher ce livre, du coup cette petite nouvelle à One Piece, c'est d'autant plus le dessin animé du coup Sinbad et la légende des 7 mers. Puisque dans ce dessin animé, on va nous présenter un Sinbad qui ressemble à celui des contes, mais qui a surtout un côté très malicieux, un côté voleur, un côté brigand, qui va être un petit peu pirate, un petit peu débrouillard. Et pour moi, tout ça, ça correspond complètement à l'ambiance de One Piece. On va avoir cet équipage qui arrive à se sortir de toutes les situations. Puis on va aussi avoir ce personnage de Sinbad qui ressemble dans certains points à Luffy. Cette idée de se lancer un petit peu à corps perdu dans l'aventure, la tête la première sans trop regarder ce qu'il y a autour, j'ai trouvé que ça lui correspondait vachement bien. Du coup, c'est vrai que l'ambiance de ce conte, elle ressemble pour moi pas mal à celle qu'on peut retrouver en regardant ou en lisant One Piece. Mais au-delà de ça, si jamais vous le découvrez, moi je vous conseille quand même de le découvrir dans l'entièreté du recueil, parce que du coup l'histoire qui est à la base de ce recueil, je trouve qu'elle mérite d'être découverte, et que du coup les nouvelles entre elles se donnent du sens. On va continuer avec une deuxième recommandation qui pour moi, au niveau des personnages, de l'ambiance, du rythme, des aventures et même de l'histoire globale, correspond vachement bien. Puisque je vais vous parler de la saga Steam Sailors qui est écrite par E.S. Green. Donc on a bien 3 livres. C'est une trilogie qui se lit assez vite quand même, puisque c'est une saga qui est considérée entre le jeunesse et le young adulte. Et j'avoue que quand je l'ai lu, ça m'a de suite fait penser à toutes les péripéties de One Piece. Du coup, je vais garder seulement le premier en main parce que c'est lourd. Mais dans Steam Sailors, on est dans une trilogie au style un petit peu steampunk qui va nous parler de pirates déserts. Pour moi, ça marche vraiment hyper bien. Je me suis vraiment régalée à la lecture. En fait, à la base du pitch, on est sur un monde dans lequel les alchimistes, qui maîtrisent un mélange de magie et de science, ont disparu du monde. Ces alchimistes, ils ont été éradiqués suite à une guerre contre ceux qu'ils appellent les industriels. Et du coup, dans cet univers, avec quelques rumeurs, quelques maigres indices, on a toute une bande de pirates qui va se lancer à la recherche des derniers alchimistes perdus. Sur leur chemin et dans leur quête, ils vont croiser et accessoirement enlever Prudence, qui est une jeune fille qui, selon les rumeurs, serait la clé de la découverte des alchimistes. Et en fait, ce que j'ai trouvé très malin, c'est que du coup, ils se servent de cette Prudence pour nous présenter et nous faire découvrir à nous-mêmes tout l'équipage qui est déjà bien soudé. Et dans cet équipage, évidemment, on a des fortes têtes, on a des personnages qui sont hyper marqués, des rôles qui sont hyper définis. Et pour moi, dans ce livre et dans ce pitch, il y a absolument tout qui peut nous rapprocher de One Piece. On va avoir une quête un petit peu compliquée, on va avoir des personnages hyper marqués, hyper tranchés. Ils ont tous des sortes de quêtes secondaires à côté, malgré le fait qu'ils fassent ensemble avancer l'histoire. Et ils vont apprendre au fil des tomes à se côtoyer, à vivre ensemble, et leur union, on va dire, fait évoluer grandement le récit. D'ailleurs, c'est vraiment hyper bien écrit. Pour ceux qui ont la référence et qui ont pu le lire, ça me fait un petit peu penser au style de plume de La Passe Miroir, que j'ai beaucoup aimé aussi. Donc j'avoue que ça n'enlève quand même rien à l'histoire. Du coup, pour ceux que ça intéresse vraiment, n'hésitez pas, lancez-vous. Ça se lit hyper vite comme c'est du young adulte, et vraiment l'histoire se mange comme des petits pains. Moi j'avais enchaîner les 3 tomes directement. Et en plus de ça, c'est très très facile de s'accrocher au personnage et de s'accrocher à l'histoire. On en a fini pour One Piece et on passe de suite au deuxième animé et manga. On va continuer cette petite section avec le tout premier animé que j'ai jamais regardé, et il s'agit de Naruto. Dans cet animé, on va suivre un garçon qui accessoirement est habité par un démon et qui s'est mis en tête qu'il allait devenir Hokage, donc le meilleur ninja de son village. Il va être accompagné dans ses vastes aventures de pas mal d'autres personnages qui soit vont s'avérer être ou devenir des alliés, soit vont s'avérer ou devenir des ennemis. Et pendant toute cette aventure, on va quand même le suivre sur un animé qui est aussi très long. Il se lance dans une sorte de quête de reconnaissance, une quête de sa propre identité, mais aussi, dans un certain sens, une quête de vengeance, et on va voir pourquoi. Moi, ce qui m'a beaucoup plu dans cet animé, même si mon visionnage date vraiment beaucoup, c'est toute la détermination de ce petit ninja, de ce petit garçon, qui se lance à corps perdu dans sa quête et qui ne recule devant absolument rien. Il s'est mis dans la tête qu'il allait devenir le meilleur ninja, qu'il allait maîtriser toutes les techniques de combat ninja qui existent, et il lâche rien quoi. C'est une grosse tête dure, et du coup la morale de l'histoire c'est quand même que rien ne peut l'arrêter, pas même ses propres démons.
Dans Naruto, on va le suivre durant toute son enfance, et d'ailleurs, il y a même la suite du cours Naruto Shippuden qui le suit durant toute son adolescence et qui évolue même au fil du coup du visionnage pour devenir moins enfantin que le début. Ensuite, ce que j'ai aussi vachement aimé, c'est que du coup, il part d'hyper loin, Naruto, dans son évolution. À la base, c'est quand même un gosse qui a pas grand monde qui aime, il est orphelin, enfin vraiment, personne n'aurait mis une pièce sur lui. Et comme il y a toute cette légende comme quoi il emprisonne un démon, la plupart des gens soit le méprisent, soit ont peur de lui, soit ne lui accordent aucune importance. Pourtant, il va continuer et il va garder cette tête dure qui va l'emmener hyper loin. J'aime bien cette ambiance et c'est du coup sur ces éléments-là que je me suis basée pour faire des recommandations. Et on commence tout de suite avec une petite duologie qui s'appelle Manuscrit Ninja et qui a été écrite par Yamada Futaro. Pour le premier tome, on est sur les 7 lances d'Aizu, et pour les deuxièmes tomes, on est sur les 7 guerrières d'Ori. Pour cette petite duologie, on est à 100% sur un livre de vengeance ninja, et j'ai vraiment adoré l'histoire. On est dans cette histoire en 1642, et très célèbre et riche seigneur d'Aizu fait exterminer un clan entier parce qu'ils auraient apparemment désobéi aux ordres. Les 7 hommes de main qui vont exécuter le clan des Orimondo ne vont laisser derrière eux que 7 survivantes, 7 femmes, qu'ils méprisent au plus haut point parce que selon eux, elles ne feront aucun dégât et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils les laissent en vie. Évidemment, ces 7 survivantes ne vont pas en rester là, elles viennent de voir leur famille entière se faire décimer et elles vont fomenter leur vengeance pendant des années, apprendre les arts du combat, apprendre des techniques de combat et devenir des vrais et très redoutables ninjas. Évidemment, elles vont avoir qu'un seul objectif en tête, ça va être de tuer et de venir à bout et de se venger des 7 hommes de main et du seigneur riche et célèbre qui est venu exterminer le reste du clan Orimondo. Et pour moi, on est vraiment sur une histoire qui a des airs de Naruto, même si le pitch de base, on est d'accord, il est pas tellement similaire. Évidemment, sur Naruto, on est quand même sur quelque chose qui est un peu plus enfantin, parce que dans ces livres-là, il n'y a aucune retenue sur la violence, sur la cruauté, sur le sanglant, etc. Pour moi, dans les deux histoires, on est quand même sur des personnages que personne ne voit arriver. Que ce soit Naruto ou ces 7 femmes du coup, personne ne les prédestinait à devenir des combattants redoutables, et par simple conviction et par simple travail acharné, ils arrivent à clairement dépasser les attentes de tout le monde et à fomenter petit à petit leur vengeance. Et d'ailleurs, ce petit air de rébellion qu'on voit pointer à l'horizon, il est aussi présent dans la seconde recommandation que je vais vous faire juste à côté, puisqu'on va tout de suite parler du deuxième livre. Pour continuer, je vais vous parler d'Histoire de femme samouraï qui a été écrit par Sébastien Pérez et coécrit et illustré par Benjamin Lacombe. Et vous allez voir qu'on reste vraiment sur la même ambiance que la recommandation juste avant. Ici, vous commencez à avoir une sorte de thème récurrent qui revient. Je me suis pas basée simplement sur l'histoire d'un personnage qu'on ne voyait pas arriver, qui a du mal à s'élever au rang auquel il prétend. Là, du coup, on est vraiment sur des parcours de femmes qui, dans la société japonaise de l'époque, n'ont absolument pas été formées au combat, et ce n'est pas ce qui est socialement attendu d'elles. Ici aussi, dans ce livre, on va clairement voir des personnages évoluer dans un monde dans lequel ils ne sont pas du tout censés être celui du combat. Dans ce livre, d'ailleurs, les auteurs, ils ont vraiment fait un travail de recherche autour des histoires de femmes samouraïs, qu'elles étaient des histoires véridiques ou qu'elles soient tirées de légendes. Et l'idée derrière tout ça, ça a été de les regrouper dans un recueil pour garder une trace de toutes ces histoires de femmes combattantes, parce qu'il n'y en a pas eu tant que ça, et qu'on a très peu gardé une trace écrite de leur parcours. Par exemple, dans ce livre-là, on va suivre l'histoire de Tomoe Gozen, qui est l'une des plus célèbres femmes samouraïs qui ait existé, et qui fait partie d'une lignée de femmes qui se sont battues dans une société japonaise qui était très conservatrice pour le droit des femmes. Moi, j'ai vraiment adoré suivre toutes ces petites nouvelles et ces histoires de femmes samouraïs et de femmes combattantes et de femmes guerrières. Et il faut avouer que tous les dessins de Benjamin Lacombe qui sont magnifiquement illustrés n'enlèvent rien à ce plaisir de lecture. Du coup, pour Naruto, on va finir avec ça et on passe tout de suite au prochain animé manga. On va continuer avec un animé que j'ai découvert hyper récemment et je sais pas pourquoi j'ai autant attendu avant de le découvrir parce que c'est une pépite, j'adore l'histoire, j'adore tout dans cet animé. On va parler tout de suite de Tokyo Ghoul et pour le petit pitch, c'est l'histoire de Kenganki qui est un petit garçon qui, suite à plein de mauvais choix et un petit peu de « je suis là au mauvais moment », va se retrouver transformé en mi-humain, mi-ghoul. Pour ceux qui voient pas trop, une ghoul c'est une sorte de créature humanoïde qui ne peut se nourrir que de chair humaine pour sa survie. Ken, lui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est mi-humain, mi-ghoul, donc il y a en lui
ces deux côtés qui se contrebalancent et qui se combattent constamment. Il va essayer de concilier ces deux facettes, il va essayer par exemple de se nourrir sans tuer personne. D'ailleurs dans son parcours il va rencontrer plein d'autres ghouls qui soit ont un certain aspect humain puisqu'ils essayent de vivre en paix avec ce qu'ils sont, soit qui ont un caractère qui va être marqué par le sanglant, marqué par la cruauté. J'avoue que moi les créatures mangeuses de chair c'est un gros kiff, je sais pas pourquoi, depuis The Walking Dead en 3e je décroche pas, j'aime trop. J'aime trop cette ambiance où on a une sorte de communauté cachée qui doit vivre parmi les humains. J'aime beaucoup aussi le dilemme du personnage principal qui se refuse un petit peu à s'adonner à la cruauté des ghouls et qui veut conserver son côté humain. Et surtout, j'adore la petite morale qu'ils essayent de nous faire passer en soum soum, mais qui est hyper grossière. Moi, j'aime trop ce genre de choses. Genre qu'il faut pas juger les gens à leur couverture, qu'on n'est pas directement prédestiné selon notre naissance, blablabla, bla bla bla, tout ça, j'aime trop. Ça fait un peu socio-psycho de comptoir, c'est vraiment pas discret, mais en vrai, je sais pas, moi je trouve que ça rajoute toujours un petit peu quelque chose à l'histoire, même si c'est grossier et même si c'est un peu simpliste. En tout cas, c'est tout ça qui m'a permis de choisir les livres que j'allais vous présenter. Et on va commencer tout de suite avec une autrice dont j'arrête pas de vous parler puisqu'il s'agit d'Octavia Estelle Butler et de son livre Novice. Quand je vous disais qu'avec Tokyo Ghoul, on avait une vibe un petit peu de vampire, c'est là que je voulais en venir. Dans ce livre, on va suivre une enfant vampire amnésique noire qui est génétiquement modifiée pour survivre à la lumière du jour. Pour le petit pitch, elle va se réveiller dans une grotte complètement amnésique, elle va se réveiller d'une sorte de coma où elle se rappelle de rien. Elle sait seulement que quelqu'un a tenté de l'exterminer, de la tuer et de tuer toute sa famille. Évidemment, elle va essayer de se souvenir de ce qui s'est passé, de retrouver ceux qui l'ont exterminé et de voir si elle n'a pas une partie de sa famille qui a réussi à survivre ou une partie de sa race. Du coup, évidemment, on a le parcours d'une vampire qui va clairement se faire traquer pour sa différence. Différence entre humains et vampires puisque clairement ce sont deux races différentes, mais aussi différence à l'intérieur de son groupe de vampires puisque elle a été génétiquement modifiée pour pouvoir survivre à la lumière du soleil et que c'est clairement quelque chose qui fait débat et qui n'est pas du tout répandu chez les vampires. Elle va aussi essayer du coup de comprendre ses pouvoirs, de les apprivoiser comme elle peut, et pour moi on est vraiment sur quelque chose qui a un petit peu la même vibe que Tokyo Ghoul du coup avec Ken Kaneki qui essaye d'apprivoiser ses nouvelles facultés, d'apprivoiser sa nouvelle nature. Ici aussi on est sur quelque chose qui est hyper addictif comme livre et comme histoire. Moi je l'ai essayé de dévorer et on est sur quelque chose qui va être aussi hyper violent, hyper cruel et hyper sanglant dans les deux cas. Mais pour moi c'est complètement quelque chose qui fait partie du récit, qui fait partie de l'histoire et sans lequel cette histoire n'aurait pas du tout la même ambiance et la même saveur. Bref, je crois que j'arrêterai jamais de vous recommander Octavia Estelle Butler, donc allez-y, foncez. Et on passe tout de suite à la suite. Pour la deuxième recommandation, on va s'éloigner un petit peu de cette ambiance hyper sombre au début et je vais vous recommander une BD qui est plus dans le jeunesse young adulte. Donc qui est un petit peu plus douce, un petit peu moins sanglante, mais dans lequel on a une morale qui est quand même assez similaire et on verra que ça s'assombrit au fil des pages et que la fin est un petit peu plus cruelle, un petit peu plus adulte. Du coup, je vais vous parler de Les Vous, une BD qui est écrite et illustrée par Davide Morosinto et Nicolas Pitz. Pour cette petite BD, on se place dans un petit village tranquille des Alpes qui ne va pas rester tranquille bien longtemps, vous vous en doutez. Puisqu'un jour, un rocher se détache d'une falaise pour tomber dans un lac et tue un pêcheur. Et en fait, ça va être la base de toute une dégringolade d'événements complètement mystérieux et qui flirtent avec le surnaturel. Et c'est à ce moment-là que le récit bascule et tout le village va être plongé dans une série de mystères qu'ils n'arrivent pas à comprendre et on va peut-être se rendre compte au fil des pages qu'ils ne sont pas les seuls à occuper leur territoire. En bref, c'est pas évident de vous expliquer le rapport entre du coup le manga que je vous ai présenté et cette BD sans spoiler tout le récit. Mais dites-vous que les thématiques du vivre ensemble malgré les différences et de ne pas rejeter les autres simplement sur l'apparence, etc. sont au cœur de cette BD. Et comme je vous l'ai dit, plus le récit avance et plus ça s'assombrit, plus ça devient cruel, plus ça devient sanglant. Et pour moi, on gagne en profondeur au niveau de ce récit. En bref, si vous voulez comprendre comment les villageois et les autres finiront ou ne finiront pas par réussir à cohabiter, n'hésitez pas à vous lancer, elle est très très sympa. Et on passe tout de suite au dernier manga.
Pour ce dernier animé, on est aussi sur un animé que j'ai découvert il y a très peu de temps, donc j'ai vraiment vu seulement le début, mais je vous avoue que pour l'instant ce que j'ai regardé c'est hyper prometteur. Et je vais vous parler de Full Metal Alchemist. Dans cet animé, on va voir deux frères qui ont hérité du talent d'alchimiste de leur père. Père qui, soit dit en passant, est parti de la maison. Ils vivent donc seulement avec leur mère jusqu'au jour où elle tombe malade et meurt de sa maladie. À ce moment-là, et même si c'est un procédé complètement interdit, ils vont tenter, grâce à l'alchimie, qui est un mélange de magie et de science, de la ramener et de la faire revivre. Dans cet échec, Hal, le premier des deux frères, disparaît complètement et Ed perd sa jambe en essayant d'attraper l'esprit de son frère et de le fixer dans une armure médiévale. En bref, vous avez le pitch de base et nous, quand on commence l'animé, on les suit à travers leur aventure à la recherche de la pierre philosophale qui, selon la légende, est une pierre qui pourrait rendre sa jambe à Ed et qui pourrait rendre son corps à Hal. Ce que j'ai vraiment adoré dans cet animé, déjà de 1, il y a l'alchimie qui est un mélange de magie et de science et j'aime beaucoup ce concept à la base. Et j'ai aussi beaucoup aimé le principe de l'échange équivalent qui nous dit que pour toute formule alchimique prononcée, il faut donner quelque chose d'équivalent à ce qu'on demande. C'est à cause de ce principe-là que quand ils demandent de faire revivre leur mère, Hal perd son corps et Ed perd sa jambe. Ça, c'est quelque chose qui me plaît vraiment et j'aime beaucoup la quête dans laquelle ils se lancent. Et même si j'en suis encore au début, j'avoue que c'est un animé que je trouve hyper prometteur et qui m'a déjà fait penser à plein de livres que j'ai pu lire. Et on va commencer avec un livre dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo qui parlait des livres qui ont inspiré les chefs-d'œuvre du studio Ghibli. Et je vais vous parler d'Ursula K. Le Guin et de cet énorme pavé que je suis toujours en train de lire et qui n'est autre que Terre-Mère et qui regroupe plein de livres sur le monde de Terre-Mère. Et dans cette intégrale, il y a un livre en particulier que je vais vous présenter pour aujourd'hui et je vais vous parler du sorcier de Terre-Mère qui, je trouve, correspond complètement à l'ambiance de Full Metal Alchemist. Dans ce livre, on va suivre Jed qui est un petit berger dans une petite île complètement paumée et qui, sur cette île, va découvrir tous ses pouvoirs et va partir dans une sorte de quête pour découvrir ses pouvoirs et faire l'apprentissage du coup de la magie. Il va chercher à devenir le plus grand sorcier de tous les temps, donc l'archimage de Terre-Mère. Et ce qui m'a vraiment fait penser à Full Metal Alchemist, c'est toute la quête qu'on a du début à la fin de ce conte et du coup de ce livre. On a affaire à un gosse qui à la base connaît pas grand chose à ses pouvoirs, qui tente des choses, qui fait des erreurs, un peu comme Ed et Hal. On a une quête de pouvoir, une quête de connaissances et au final on est emmené avec eux à la recherche et à la découverte du monde. On a aussi évidemment un fond de magie ou un fond d'alchimie qui côtoie un petit peu la science dans les deux histoires et j'ai vraiment ressenti le même type d'ambiance dans les deux récits. Il y a beaucoup d'autres titres d'ailleurs de cette intégrale qui m'ont vraiment fait penser à cette ambiance-là, mais j'avoue que c'est de celui-là que l'histoire se rapprochait le plus. Et j'espère en tout cas que ça vous donnera envie d'aller lire La Plume de Ursula K. Le Guin. Et pour terminer avec cette dernière recommandation, j'avais envie de parler d'un manga. Et c'est pas un animé du coup parce que je crois qu'il n'existe qu'en version livre et pas en version animée. Et là pour le coup, on est vraiment sur une intrigue qui est pratiquement identique. Et pour terminer, du coup, on va parler de l'Atelier des sorciers qui a été écrit et illustré par Kamone Shirahama. Du coup, vous vous souvenez de la base du pitch de Full Metal Alchemist, deux gosses qui essayent de ramener un parent mort par la magie. Là, on est clairement sur la même chose. Puisque on a ici Coco, qui est sur la couverture, qui est une petite fille qui est fascinée par la magie depuis sa plus tendre enfance et qui, un jour, suite à une erreur parce qu'elle fait un sort interdit, va pétrifier sa mère sur place, qui devient du coup une statue et qui est pratiquement morte. Et Coco va du coup se lancer dans une quête d'apprentissage de la magie pour réussir à ramener sa mère. On a d'autres similitudes dans ces deux récits, comme le fait par exemple que la magie elle est hyper visuelle, elle est dessinée et elle a quelque chose qui est attrait à la science, puisque par exemple dans les deux cas, les sorts sur les corps de modification corporelle ou de transmutation sont complètement interdits. En bref, cette recommandation elle colle vraiment parfaitement et j'adore l'ambiance apprentissage de la magie qu'on dessine dans les deux histoires. Là pour le coup on est quand même sur un manga qui est hyper jeunesse, mais j'avoue que j'ai lu que le premier tome, donc je me demande si c'est pas aussi quelque chose qui va peut-être évoluer au fil des tomes. En tout cas, j'espère que ça vous aura donné envie de plonger dans cette petite série. Et du coup j'en ai terminé pour cette petite vidéo de recommandations de livres en fonction de manga ou animé que j'ai pu voir. Je vous avoue que je me suis pas mise aux mangas et aux animés depuis très longtemps, mais j'adore découvrir ça et en plus j'ai un entourage qui en consomme beaucoup, donc c'est trop bien, j'ai des recommandations qui viennent de tous les côtés. Et je pense que je vais vraiment continuer à en découvrir pour pouvoir vous recommander encore plus de livres pour ceux qui connaissent pas trop l'univers manga et qui savent pas trop par où le prendre et par où commencer. N'hésitez pas si vous, il y a d'autres livres que vous aurez recommandés aux 4 mangas que j'ai présentés, il y a la barre des commentaires qui est faite pour ça.
Et au-delà de ça, n'hésitez pas aussi s'il y a des mangas en particulier que vous aimeriez voir dans un de ces formats. En tout cas, moi je vous dis merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo.